Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Alice Guy a été la première femme réalisatrice de cinéma. Elle est l'auteure de plusieurs centaines de films en France et aux États-Unis entre la fin du 19e siècle et la Première Guerre mondiale. Mais ses succès ont été minorés par les hommes avec qui elle a travaillé en France et rejetés dans l'oubli aux États-Unis parce qu'elle n'est pas américaine. Alors Alice Guy a consacré la fin de sa vie au rétablissement de la vérité. Les historiens commencent à peine à saisir l'importance de son œuvre. À travers son destin exceptionnel, je vais vous raconter les débuts du cinéma. Allumez les projecteurs sur Madame Alice Guy. Silence, ça tourne. Alice Guy, la première dame du cinéma. Épisode 1. Des petites choses de filles. Nous sommes à Paris vers 1894. C'est la belle époque. Cette période heureuse, sans conflit, entre la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale. Paris est une fête. Mais Paris est aussi misogyne à l'époque. Les épouses sont à la maison et les putains au bordel. Et entre ces deux catégories de femmes, il y a celles qui défient l'ordre établi. Celles qui veulent exister pour elles-mêmes. Oh, elles ne sont pas nombreuses. Mais regardez, il y en a une qui arrive là, rue Saint-Roch, une petite rue près de l'Opéra Garnier. Elle s'appelle Alice Guy. Elle a 21 ans, elle a un joli visage plein de rondeur, des yeux perçants bleu vif et ses cheveux bruns mousseux sont coiffés en chignon au sommet de sa tête. Elle pousse la porte du comptoir général de la photographie, une entreprise spécialisée dans la vente de matériel photographique et de production de photos. Elle a le cœur qui bat la chamade. Elle vient pour un poste de secrétaire. Secrétaire, c'est un métier d'homme, mais elle est bien formée et elle a de l'expérience. Ce poste, elle le veut. Au bureau du comptoir général de la photographie, elle rencontre Léon Gaumont, l'un des employés. Gaumont regarde sévèrement sa lettre de recommandation. Il trouve Alice qualifiée, mais il la pense bien jeune pour le poste. Alice ne se décontenance pas. Elle rétorque que la jeunesse, ça lui passera, comme à tout le monde du reste. Alors Léon décide de lui donner sa chance. Il ne sait pas encore qu'il vient de découvrir une perle rare. Alice Guy naît en 1873 près de Paris. Sa mère la confie vite à sa grand-mère pour retourner auprès de son mari au Chili. Émile Guy est en train de monter plusieurs librairies à Valparaíso et à Santiago. Il gagne plutôt bien sa vie. Le Chili n'est plus une colonie espagnole depuis le début du 19e siècle et la République, plutôt libérale en cette fin de siècle, est propice aux affaires. Pendant que ses parents travaillent, Alice passe les 3 premières années de sa vie près de la Suisse avec ses grands-parents qu'elle adore. Puis sa mère vient la chercher et l'emmène au Chili. La traversée transatlantique et le passage vers le Pacifique prend plus d'1 mois. C'est sur ce bateau qu'Alice prend l'habitude de se raconter des histoires fantastiques. Son imagination est fertilisée par l'ennui du huis clos marin. Après 3 ans au Chili, retour en France en pension. Elle reçoit une bonne éducation de petite fille bourgeoise, mais la vie lui réserve une surprise étonnante. Alors qu'elle est adolescente, son père fait faillite et meurt prématurément. Ce qu'il reste de la famille Guy risque de sombrer dans la misère. Alice doit prendre un travail. On est à la fin des années 1880 et rien n'est simple pour les femmes livrées à elles-mêmes. Elle pourrait être domestique ? Ça non, certainement pas, elle est trop bien élevée. Elle pourrait être couturière ? Oui, bon, elle userait ses doigts et sa santé sur un fil et arrondirait les fins de mois en jouant les lorettes, ces filles qui se vendent en plus de leur métier de cousette. La prostitution occasionnelle est partout à Paris à ce moment-là. Vendeuse dans un de ces grands magasins alors ? Mais au bonheur des dames, tout compte fait, c'est la version chic de la cousette. Trop précaire. Des études ? C'est ça la solution. Alice a 18 ans et elle apprend un métier d'avenir, la sténodactylo. La sténographie est une technique qui permet de prendre en note rapide grâce à une série de signes le discours d'une personne. Et la dactylographie, c'est l'art de taper à la machine à toute vitesse et sans erreur. Le métier de secrétaire sténodactylo est alors presque exclusivement masculin. C'est un de ces métiers de bureau, de col blanc, qui se multiplient pendant la révolution industrielle. C'est l'ancêtre de l'assistante de direction qui est devenue avec le temps un métier plutôt féminin.
Alice Guy trouve rapidement un poste dans une entreprise où elle n'a que des hommes pour collègues. C'était bien avant MeToo, et on peut dire que ses confrères ne lésinent pas sur les blagues grivoises. Tout est bon pour la déstabiliser, mais Alice ne se laisse pas impressionner. Cela dit, elle cherche quand même un autre poste. C'est là qu'elle apprend que la Compagnie générale de la photographie cherche une secrétaire. Malgré son jeune âge, elle est embauchée par Léon Gaumont, un entrepreneur trentenaire passionné de nouvelles technologies. D'ailleurs, comme les patrons de la Compagnie générale de photographie n'arrivent pas à gérer cette entreprise, Léon Gaumont la rachète en 1895 et la rebaptise Gaumont et Compagnie. Parmi ses associés, il y a un ingénieur dont tout Paris fait des gorges chaudes depuis l'exposition universelle de 1889. C'est le fameux Gustave Eiffel. Alice se retrouve dans un environnement à la pointe, fait d'hommes aussi doués pour les affaires que pour l'innovation. Elle est heureuse. Elle sort souvent de son bureau pour regarder les photographes travailler. Elle apprend les bases de leur métier. Et puis, elle pose aussi. Elle devient le visage des appareils photos de la Gaumont sur les prospectus de l'exposition universelle de 1894. Ces grands événements organisés tous les 5 ans permettent de faire découvrir au public des tas d'innovations. Et Léon Gaumont, comme les frères Lumière, Thomas Edison et bien d'autres ingénieurs, rêvent d'animer les images. L'Américain Thomas Edison a déjà un coup d'avance. En 1888, il a inventé le kinétoscope. C'est la première machine de cinéma qui permet de voir le film par un œilleton. Il ne peut donc y avoir qu'un seul spectateur à la fois. Il y a une pellicule de 35 mm perforée qui défile. Le défilement d'images fixes donne une impression de mouvement. De son côté, le Français Georges Demeny invente le phonoscope. L'idée au départ est de créer un dispositif visuel mobile pour apprendre aux sourds à lire sur les lèvres. Il imagine donc un disque qui tourne avec une série d'images. Quand on regarde dans l'œilleton avec la bonne vitesse de défilement, on peut voir un visage qui semble bouger et prononcer les mots « Je vous aime » ou « Vive la France ». Vous l'aurez remarqué, on avance, mais on est encore loin des blockbusters hollywoodiens. Et puis enfin, le 28 décembre 1895, les frères Lumière, 2 ingénieurs basés à Lyon, invitent quelques amis triés sur le volet à une projection privée. Parmi les heureux élus, il y a Léon Gaumont et Alice Guy. Ça y est, les frères Lumière vont projeter le premier film sur un écran grâce au cinématographe. Alors, ce premier film, c'est la sortie des ouvriers de l'usine Lumière. En termes de scénario, ça ne nous émeut pas beaucoup, je suis d'accord avec vous. Mais rendez-vous compte de l'événement. C'est la première fois qu'on voit un film sur un écran, des photos qui bougent, des gens qui marchent là, sur la toile, et ça sort d'une petite machine dans laquelle défile une bande à 18 images par seconde. C'est de la folie. Imaginez la tête des gens quand un peu plus tard on leur montrera le premier film où un train avance en direction des spectateurs. La panique totale. Les gens quittent la salle avec effroi, ils craignent que le train ne les écrase. Bref, vous l'aurez compris, ce qu'il se passe là, c'est une révolution. Dans l'année qui suit cette projection, Gaumont vend divers appareils de prise de vue. Mais comme les ventes ne sont pas folles, Alice lui demande l'autorisation d'utiliser des caméras pour faire des petits films qui pourront être offerts aux clients, des petites fictions drôles et légères qui font rire le public. Ça commence à se faire, il n'y a qu'à voir le succès de L'arroseur arrosé de Louis Lumière. Le pitch du film est inclus dans le titre. C'est un gag où un jardinier se fait arroser parce qu'un petit blagueur a bloqué un instant son tuyau d'arrosage. Et oui, les premiers succès du cinéma reposent sur le comique de situation. Dans l'esprit, c'est plus vidéo-gag que le Festival de Cannes. Léon Gaumont ne voit donc pas d'inconvénient à ce que sa secrétaire fasse des petites fictions, des petites choses de fille, à condition, bien sûr, qu'elle ne prenne pas de retard dans son travail. Et voilà comment cette année-là, en 1896, Alice Guy va devenir la première réalisatrice de films et mettre en scène son premier court-métrage. La fée aux choux. Imaginez un plan fixe avec un décor de jardin peint sur toile, des choux énormes en 2 dimensions peints sur des planches de bois, comme au théâtre, et au milieu, une femme en robe tournure décorée de fleurs qui interprète une fée.
Et que fait-elle apparaître dans les choux ? Des bébés ! Alors n'allez pas me demander où Alice Guy a trouvé des nourrissons pour la figuration, je n'en sais fichtrement rien. Quoi qu'il en soit, le résultat est très kitsch à nos yeux, mais ce petit court-métrage plaît beaucoup. Alice conçoit d'autres films tournés en quelques heures et Gaumont, qui a du flair, se développe en société de production filmographique. Pour permettre à cette nouvelle activité de devenir plus lucrative, Léon Gaumont achète un terrain à Belleville, un quartier pauvre de Paris, pour faire construire des ateliers de cinéma. Les décors sont rudimentaires. En général, il y a une toile peinte sur le fond, 3 éléments de décor chiné, quelques costumes empruntés et un scénario qui tient sur 10 lignes, muet bien sûr, puisqu'on ne sait pas encore capter le son. Ce sont souvent les ouvriers de la Gaumont qui jouent les acteurs. Côté technicien, chacun tripatouille le matériel, cherche de nouveaux concepts ou en découvre par accident. Alice Guy s'amuse follement. C'est là qu'elle et ses collègues mettent au point le fondu au noir, les accélérations ou les ralentissements de l'image, les montages à l'envers et les interruptions de caméra qui permettent de faire apparaître ou disparaître un objet. Ce sont les débuts des effets spéciaux et les prémices du cinéma moderne. Et tous ces petits films faits chez Gaumont en une journée maximum sont vendus à des exploitants. Un jour, Alice se rend chez un forain qui projette un de ses films. Elle se glisse dans la petite salle, dans le fond, pour observer les spectateurs. Leur réaction va la sidérer. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode de ce récit consacré à la première réalisatrice de l'histoire du cinéma, Alice Guy, la jeune sténodactylo s'est fait embaucher dans la société de Léon Gaumont. Petit à petit, la secrétaire commence à réaliser des films. Leur succès pousse Gaumont à développer son activité de production. De nombreux distributeurs lui achètent désormais ses films qui alimentent, entre autres, les attractions des forains. Épisode 2, du climax à la chute. Alice Guy a à peine 25 ans. Ses petits films pour Gaumont sont des succès. Elle le sait, mais elle veut le voir de ses yeux. Un jour, elle prend un ticket pour un de ses propres films chez un forain. Du fond de la salle, elle observe le public qui regarde ses gags en images. Les spectateurs rient aux éclats. Une femme se tient les côtes en jurant qu'elle rigole tant qu'elle a souillé ses dessous. Alice Guy est aux anges, les gens adorent ses films. Alors elle veut aller plus loin. Elle veut faire bien plus que des simples gags. Elle imagine le premier péplum, une vie du Christ, un film grandiose avec une vingtaine de décors, 300 figurants et les premiers conseillers historiques de l'histoire du cinéma. Son péplum est encore un succès. Les ambitions d'Alice Guy grandissent et celles de Léon Gaumont aussi. En 1905, il fait rénover ses studios de Belleville. Le plancher ultra solide permet de soutenir du matériel et des décors très lourds. Il y a désormais un éclairage électrique, un atelier de décoration et un atelier de costumes. Et qui est à la tête de ce petit Hollywood avant la lettre ? Eh bien, c'est Alice Guy, bien sûr. Pas facile d'être une femme dans un monde exclusivement masculin. Les frictions sont nombreuses et les coups bas font partie du quotidien. C'est l'époque où les réalisateurs se piquent leurs idées avec la complicité de leurs amis acteurs qui passent d'une maison de production à une autre. Dans leur documentaire sur Alice Guy, l'inconnue du 7e art, les réalisatrices Valérie Urrea et Nathalie Masduro ont comparé des films d'Alice Guy à d'autres films de ses concurrents comme ceux de Georges Méliès, l'un des rois du cinéma muet. Il apparaît de manière évidente que des gags inventés par Alice ont été copiés par d'autres réalisateurs comme Méliès donc. Ce n'est évidemment pas fair-play, mais elle est copiée parce qu'elle est brillante. Dans les années 1900, Alice Guy commence à se lasser des gags ou alors elle veut leur donner une vision plus féminine et donc plus subversive. En 1906, elle réalise Les résultats du féminisme. Je dois vous faire une confession, j'adore ce film. Il faut que je vous le raconte. Mais pour bien comprendre, il faut que je vous parle du féminisme au début du XXe siècle. Depuis 1903, les suffragettes militent en Angleterre pour le droit de vote. D'ailleurs, les suffragettes, c'est un mot péjoratif. C'est comme ça que les qualifient leurs ennemis. En vrai, elles s'appellent les suffragistes. En France, ce mouvement est ultra faible, mais les femmes commencent à gagner les bancs des universités et à faire des études supérieures.
Marie Curie est déjà titulaire d'un prix Nobel depuis 3 ans, par exemple. Certains hommes, #NotAllMen, craignent que les femmes ne les remplacent dans la société. Alors Alice Guy imagine un film où les rôles de genre sont inversés. Les femmes se conduisent en hommes et inversement. On voit donc des scènes de drague où les femmes violent presque des hommes qui jouent les vierges effarouchées. On voit aussi des hommes avec leurs poussettes qui vont chercher leurs femmes au bistrot et d'autres encore font de la couture pendant que leur épouse lit le journal. En renversant l'ordre des choses, Alice Guy montre l'absurdité d'une société qui définit votre vie en fonction de votre sexe. L'année suivante, en 1907, elle réalise un autre film scandaleux, Madame a des envies. On y voit une femme enceinte sans gêne qui vole la pipe d'un homme, le déjeuner d'un sans-abri, le sucre d'orge d'une petite fille, et se délecte de ses larcins en plan serré face caméra. C'est facile à imaginer, une femme qui engloutit un long sucre d'orge avec une mine extatique, pas la peine de vous faire un dessin, vous avez compris. Alice a beau gérer parfaitement les studios et faire gagner de l'argent à la Gaumont grâce à son univers féerique et subversif, son patron scrute les livres de contes. Mais Gaumont est malin, toujours à l'affût de la nouveauté, il lui propose de développer le chronophone. C'est l'ancêtre du son au cinéma. On capte le son d'une scène sur un phonographe et on synchronise le son avec la projection d'un film. Ça marche bien pour la captation de music-hall, mais l'intérêt reste limité. C'est aussi à la fin des années 1900 qu'Alice Guy a l'idée de filmer ses séances de travail. Il semblerait donc qu'elle ait inventé le making-of. Avec tout ça, le temps passe. Alice a déjà un peu plus de 30 ans, c'est là qu'elle rencontre Herbert Blaché. Le beau moustachu vient d'Angleterre et travaille lui aussi pour la Gaumont comme opérateur. Alice et Herbert partent en tournage en Camargue. Au début, elle est froide comme une porte de prison. Être vieille fille, comme on dit à l'époque, lui garantit sa liberté. Mais elle a envie d'avoir des enfants. Herbert comprend son monde et ne l'empêchera pas de travailler. Les deux jeunes gens tombent amoureux et se marient bientôt. Et c'est là que Léon Gaumont va encore donner un tour inattendu à la vie d'Alice. Quelques jours seulement après leur mariage en 1907, Gaumont envoie Herbert Blaché aux États-Unis pour aider ses clients américains à utiliser le chronophone. Alice suit son mari la mort dans l'âme. Pendant toute la traversée transatlantique, elle laisse couler ses larmes dans l'océan. Une fois installée à New York pendant que son mari travaille, Alice, qui attend son premier enfant, visite la ville. Elle découvre les quartiers pauvres et les nickelodeons, des petites salles de cinéma où on entre pour une modeste pièce en nickel, d'où le nickel pour la monnaie et odéon pour théâtre. En 1909, Gaumont décide de développer son activité outre-Atlantique et achète des studios dans le quartier de Flushing, dans le Queens. Et oui, en 1909, Hollywood n'existe pas encore et le cinéma se développe sur la côte Est, autour de New York. Pendant que Herbert fait prospérer la Gaumont, Alice Guy décide d'ouvrir ses propres studios de cinéma alors même qu'elle attend son deuxième enfant. Elle devient donc, en 1910, la première femme productrice à la tête de la Solax. Elle se met à réaliser plein de petits films comme elle le faisait en France. Désormais, elle veut en finir avec le jeu outré et théâtral des acteurs du cinéma muet. Elle pousse ses acteurs à être sincères, à vivre l'émotion. Et oui, elle est à 2 doigts d'inventer l'actor studio, mais je vous rassure, cette technique de formation de l'acteur sera bien montée à New York 35 ans plus tard. Ces innovations payent et Alice connaît le même succès qu'en France. 2 ans après la fondation de la Solax, elle achète de nouveaux studios plus grands dans le New Jersey. Elle collabore avec Metro Pictures Corporation, qui distribue les films de la Solax. Elle loue même ses studios à d'autres producteurs, comme Goldwyn Pictures, Metro, Goldwyn. Et oui, ils deviendront en 1924 la Metro-Goldwyn-Mayer, la fameuse MGM, qui fera bientôt les plus belles heures de Hollywood. Mais pour le moment, en 1912, il n'y a qu'un seul studio là-bas sur la côte ouest et il vient à peine d'ouvrir. Personne ne sait encore qu'en moins de 10 ans, cette petite ville deviendra la capitale mondiale du cinéma. Pendant ces années d'effervescence, Alice Guy imagine des films de cow-boys et des histoires de gangsters avec des courses-poursuites et des cascadeurs. D'ailleurs, ces derniers ne s'appellent pas encore comme ça. On les appelle simplement des casse-cous et les conditions de sécurité de leur travail sont loin d'être optimales.
Alice Guy imagine aussi des scénarios avec des femmes fortes qui ne s'en laissent pas compter par les hommes. Ses héroïnes sont résolument modernes. En 1912, elle fait même un film avec un casting exclusivement noir parce que ses acteurs blancs ne voulaient pas travailler avec des acteurs noirs. Alors, elle a renvoyé les blancs. Ces films sont si appréciés qu'Alice Guy devient la coqueluche de la presse. Elle est régulièrement interviewée et devient l'une des femmes les plus riches du pays. Au bout de quelques années, Herbert décide de quitter la Gaumont et de prendre en main la Solax. C'est là que tout bascule. Il écarte progressivement Alice du comité de direction. Vous comprenez, une femme, ça dérange les hommes quand ça parle business et que ça fume le cigare. Sauf qu'Herbert n'a pas le talent de sa femme. Il brade ses films et les finances de la Solax s'effondrent. Et ce n'est pas tout. Herbert a mal placé l'argent de l'entreprise en bourse et dilapide les économies du foyer au jeu. La Solax doit finalement être vendue et Herbert quitte Alice pour Hollywood au bras d'une petite actrice. Nous sommes en 1919, Alice Guy a 46 ans et elle n'a plus rien. La première étoile du cinéma a perdu tout son éclat. Elle remonte donc sur un paquebot et fait le voyage de retour vers la France. Elle espère relancer sa carrière là où elle a commencé. Mais le petit monde du cinéma français a continué à tourner sans elle. Une nouvelle génération pleine de talent prend sa place. Parmi les nouveaux réalisateurs à la mode, il y a Sacha Guitry. De l'autre côté de l'Atlantique, à Hollywood, Charlie Chaplin s'impose comme une star mondiale du muet. Les films sont plus soignés, les scénarios plus complexes. Il n'y a plus de place pour les pionniers. La carrière d'Alice est terminée. Mais ces déconvenues ne s'arrêtent pas là. Alice découvre que son nom a été rayé du catalogue de la Gaumont. Les hommes avec qui elle a autrefois travaillé ont mis leur nom à la place du sien à la réalisation. Ce n'est pas si grave, lui répond-on à la Gaumont. Alice Guy est spoliée de son œuvre. Elle n'est plus personne. Même aux États-Unis, on l'a déjà oubliée. Selon elle, les Américains ne voulaient pas d'une Française comme première réalisatrice dans leur pays. La retraite d'Alice ressemble à une traversée du désert qui va durer plus de 30 ans. Elle écrit ses mémoires pour revendiquer son œuvre et son apport au cinéma, mais personne ne veut la publier. Tout au mieux, elle donne quelques conférences. Parfois, dans les années 1950-1960, elle parvient à attirer l'attention d'un journaliste qui retrace son histoire face caméra. Ses yeux bleus brillent toujours. Elle raconte la violence du monde du cinéma, la rivalité, les coups bas, mais aussi le bonheur de créer, l'ivresse de plaire au public. Bref, depuis, rien n'a changé. La réparation des préjudices subis viendront plus tard. En 1957, elle a 84 ans quand Louis Gaumont, le fils de Léon Gaumont, parvient à organiser un événement en son honneur à la Cinémathèque française. 6 ans plus tard, alors qu'elle a 90 ans, un journaliste publie sa biographie et l'aide à recomposer son catalogue de films qui est toujours incomplet aujourd'hui. Elle meurt à 94 ans aux États-Unis, connue uniquement des cinéphiles les plus pointus. Depuis quelques années, les nombreuses recherches historiques sur les femmes en histoire l'ont sortie de l'ombre qu'il avait avalée. On lui rend progressivement ses œuvres et on reconnaît son apport colossal au début du cinéma. Elle est au sens propre la première dame du cinéma. C'est la fin de ce récit consacré à Alice Guy. Merci de l'avoir écouté. Si vous voulez en savoir plus sur elle, je vous donne rendez-vous ce week-end dans les pages de notre partenaire Madame Figaro. Au cœur de l'histoire est un podcast original Europe 1 Studio. À la production, Camille Bichler. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot et Adèle Imbert. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Kelly Decroix et Héloïse Bertil. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous dis à très bientôt sur votre plateforme d'écoute favorite.